nous avons ce soir la chance de pouvoir écouter le père Jean Dupray, qui a fait une importante thèse de philosophie sur la pensée de l'abbé Grégoire, une thèse qui se trouve ici et qui est publiée par la Voltaire Foundation à Oxford. Le père Dupray est donc philosophe et il était également spécialiste de lettres. Il a fait une deuxième thèse, il a passé un deuxième doctorat de lettres avec une thèse sur de Pascal à Baudelaire et les racines jansénistes de leur pensée. Et donc le père Dupray est à la fois philosophe et spécialiste de littérature, et il a enseigné pendant plusieurs décennies au lycée et au grand séminaire. Son travail sur l'abbé Grégoire n'est pas seulement une approche historique, non, mais une approche plus large qui touche à l'histoire des idées. Que souhaitez-vous encore que je dise à vos auditeurs, père? Ça suffit là, c'est bien. Très bien. Eh bien, je vais arrêter ce... Essayez. Ça fonctionne bien. J'espère que vous m'entendrez tous. Hein? D'accord. Alors, je vais diviser mon propos en plusieurs parties et chaque fois, je soulignerai la partie que j'aborde pour que vous ayez les idées aussi claires que je voudrais qu'elles soient et qu'elles sont certainement. Alors, d'abord, un avant-propos, si vous voulez bien. Je serais tenté, avant d'aborder le vif du sujet et d'entamer cette conférence, d'aiguiser votre appétit intellectuel que je suppose et que j'espère très vif, par quelques citations littéraires, en quelque sorte apéritives, qui éveilleront sans doute en votre esprit plusieurs interrogations et même susciteront, c'est bien possible, une certaine perplexité quant au personnage à la fois loué et controversé, l'abbé Grégoire, dont nous allons maintenant traiter. Le jeune Victor Hugo, poète romantique, le jeune Victor Hugo, monarchiste et légitimiste, dans une obscure revue intitulée Le Télégraphe, alors qu'il n'avait pas encore conquis la notoriété, écrivit ce quatrain de qualité, je l'avoue, incertaine. Quand Grégoire au Sénat vient remplir un banc vide, je le hais libéral, je le plains régicide. Et s'il pleurait son crime au lieu de s'estimer, s'il s'exécrait lui-même, oui, je pourrais l'aimer. 40 ans plus tard, le proscrit qu'est devenu Victor Hugo écrit dans Les Misérables, au chapitre 9 très exactement, chapitre intitulé « L'évêque devant une lumière inconnue ». L'évêque dont il s'agit, c'est Monseigneur Myriel, évêque de Digne. Le célèbre prélat est appelé au chevet d'un mourant, le conventionnel G, qui, je cite, n'avait pas voté la mort du roi, et qui inspire une sorte d'horreur au petit monde de Digne. L'évêque s'acquitte de sa tâche, et le voilà tout à coup touché par la grâce qui s'agenouille et qui demande la bénédiction du vieillard nimbé de lumière, cette lumière qui rayonne toujours d'un homme de justice. Il rentre ensuite chez lui, et je cite Victor Hugo, profondément absorbé dans on ne sait quelle pensée, et passe sa nuit en prière. Hugo ajoute « Personne ne pouvait dire que le passage de cet esprit devant le sien et le reflet de cette grande conscience sur la sienne ne fut pas pour quelque chose dans son approche de la perfection. » Cette scène rappelle, à s'y méprendre, celle de l'absolution donnée à Grégoire par l'abbé Guillon, une des sources supposées pour le personnage de Myriel d'après les historiens de la littérature. Elle débouchera quelques chapitres plus loin sur la rencontre de Myriel, vous connaissez Les Misérables, et de Jean Valjean, l'épisode des Chandeliers, que l'exemple évangélique de l'évêque remettra sur le droit chemin.
Si l'on opte pour cette interprétation qui paraît claire, il existe donc une réelle filiation spirituelle qui va de l'abbé Grégoire à Jean Valjean. À ce témoignage, on pourrait ajouter celui de Stendhal, anti-monarchiste et anticlérical résolu, qui en 1819 supplia Grégoire, exilé de la vie politique à ce moment-là, de se présenter comme candidat du département de l'Isère aux élections législatives, le désignant comme, je cite Stendhal, le plus honnête homme de France, et ajoutant après l'acceptation du vieillard qui, en dépit de son âge, va accepter de se présenter aux élections, « À l'âge près, écrit Stendhal, je voudrais être Grégoire ». De ces témoignages divers et quelque peu contrastés, nous pouvons maintenant passer, si vous le voulez bien, une analyse plus précise et plus objective du personnage qui confirmera peut-être ou infirmera, je ne sais pas trop, dans votre esprit ces impressions premières, mais dont la seule ambition qui m'anime en ce moment est de ne pas vous laisser camper dans l'indifférence. Introduction maintenant de la conférence, c'était l'avant-propos. Maintenant j'en arrive à l'introduction. Je voudrais, avant d'en arriver à l'objet principal, vous m'entendez bien tous, de cette communication qui se veut une approche de la personne et de l'esprit de l'abbé Grégoire, vous faire part de quelques observations préliminaires et surtout des difficultés rencontrées par tout chercheur dès qu'il s'applique à étudier la personnalité complexe et l'engagement multiforme de l'homme que nous voulons évoquer ici. En effet, sans risquer l'exercice d'école ou l'effet mélodramatique, on peut avancer que l'abbé Grégoire, en tant qu'auteur, et surtout à ce titre, parce qu'il a été très peu lu, et en tant qu'acteur historique, constitue une redécouverte à tous les sens du terme. Redécouverte par les historiens. Notons ici que la première thèse d'histoire à lui consacrée date de 1999. Elle a pour auteur Rita Hermand-Belot, professeur maintenant à l'EHSS, et vient d'être éditée assez récemment aux éditions du Seuil sous le titre « L'abbé Grégoire, la politique et la vérité ». Redécouverte pour les politologues, les résultats ici restent modestes. Enfin, redécouverte, ou plutôt découverte à venir, pour les théologiens. Là, tout reste à faire, car l'entreprise heurte non seulement à des lacunes énormes, mais un certain nombre de préjugés toujours vivaces et même solidement enracinés. De nombreuses et diverses raisons expliquent cet effacement, voire cette occultation opérée par la mémoire collective. Certes, je ne vais pas construire mon exposé autour de cette question, qui pourrait légitimement représenter un débat dans le débat. Mais je ne peux résister à la tentation d'esquisser devant vous quelques hypothèses explicatives. En dehors de Jules Michelet, qui lui réserve une place honorable dans son œuvre monumentale que vous connaissez bien, il pouvait paraître un peu gênant aux yeux de certains historiens, défenseurs sincères d'une laïcité bien comprise, de reconnaître que la Révolution française comptait un prêtre parmi ses grandes figures, et Dieu sait si ce fut le cas, et que la République devait son acte de naissance à un abbé. C'est lui qui fera proclamer l'abolition de la royauté à l'Assemblée. Les décrets stipulant l'abolition de l'esclavage et l'émancipation des Juifs devront tout à son action obstinée et à son engagement radical. Il est même permis de le dire au péril de sa vie. Traîné dans la boue, vilipendé, pendu en effigie aux Antilles, il reçut plusieurs menaces de mort. Et à Nantes, les colons ouvriront même une souscription pour le faire assassiner. Eh bien, ce sont ces milieux-là, je parle des milieux juifs et noirs, défendus par lui, qui se souviendront. C'est à la communauté juive et aux populations des Antilles, Haïti principalement, qu'il doit son maintien et plus tard, notamment de nos jours, sa résurrection dans la mémoire collective. Enfin, en tant qu'homme d'Église, n'hésitons pas à le dire, il a subi de la part de celle-ci une volonté d'effacement, voire même parfois un véritable ostracisme. Là, les raisons s'annoncent beaucoup plus complexes et débordent quelque peu les limites de notre propos de ce soir. En schématisant à l'extrême, on peut dire que la première de ces raisons tenait au jansénisme de Grégoire. Encore qu'il s'agisse d'un jansénisme de la fin du XVIIIe siècle, à une époque où d'ailleurs il est en régression en France, et un jansénisme qu'on aurait tort d'identifier avec celui des maîtres à penser du XVIIe siècle, comme Saint-Cyran, Arnaud et Pascal. Seulement, la bulle Unigenitus et les condamnations romaines avaient laissé quelques cicatrices encore brûlantes.
La seconde raison, à mon avis plus déterminante, tient au gallicanisme de Grégoire et à la conception très particulière qu'il se faisait des institutions ecclésiales, si vous préférez, son ecclésiologie. Précisons d'emblée que le gallicanisme de notre auteur ne se voulait pas en rupture avec la papauté, erreur qu'on a parfois commise. Cependant, dans un esprit de retour à la pureté de l'Église primitive, il préconisait un certain nombre de réformes que la constitution civile du clergé, en dépit de ses fautes et de ses ambiguïtés, a essayé de mettre en œuvre. L'objectif principal consistait à restaurer le processus démocratique à tous les niveaux de la hiérarchie ecclésiastique. Élection des curés au niveau du district et élection des évêques au niveau du département. C'est ainsi que Grégoire lui-même sera élu évêque du Loir-et-Cher. Deuxième point, après cette introduction, le paradoxe de la pensée grégorienne, de la pensée de Grégoire. Ce préambule fort long mais nécessaire étant achevé, essayons de cerner d'un peu plus près la pensée et la personnalité de Grégoire que j'ai placée sous le signe du paradoxe. En effet, il illustre par tout son être une sorte d'union des contraires. Sa réflexion synthétise deux courants théologiques contradictoires et apparemment inconciliables, l'influence janséniste et la culture des Lumières. Comment s'est constituée d'abord cette double filiation, me direz-vous ? Il semble qu'elle le fût très tôt et qu'il faille même remonter jusqu'aux premières années de formation de notre auteur. Alors rappelons quand même quelques événements et rappelons d'abord que c'est en Lorraine que naît Henri Grégoire le 4 décembre 1750. L'origine provinciale ne constitue pas un détail insignifiant ici. En effet, au cours des années qui précédèrent la Révolution, de 1786 à 88, l'astronome anglais Arthur Young, qui avait visité à 3 reprises le royaume de France et qui a laissé un livre de reportage tout à fait intéressant, s'était montré très sensible à l'état d'avancement culturel observé par lui en Lorraine. Selon ses constatations, 89% des paroisses possédaient une école. 90% des hommes y savaient signer leur nom, ainsi que 65% des femmes. Je vous rappelle qu'à la même époque, le reste de la France compte environ 80% d'illettrés. En général, aux yeux du visiteur anglais, ce pays paraissait, notamment au plan des routes, de l'hygiène de la nourriture, mieux entretenu que le reste de la France. C'est donc dans ce contexte, marqué par un certain progrès, que naît l'abbé Grégoire. Vrai Lorrain donc, mais vrai sujet du roi de France, puisque sa paroisse faisait partie de la circonscription de Metz, rattachée, vous connaissez votre histoire de France, comme les évêchés de Toul et de Verdun au royaume de France. Il sera, dira-t-il dans ses mémoires, un évêchard. Le jeune Henri naît donc à Véaux, un village que les 2 derniers conflits mondiaux n'ont guère épargné, puisque ni l'église ni la maison natale ne subsistent. Le nouveau-né brille surtout par la modestie de ses origines. Son père, Sébastien, est un pauvre tailleur d'habits, choisi quand même comme échevin du village. Sa mère, Marguerite Thiebaut, souvent décrite comme une femme très pieuse, restait vraisemblablement marquée par la spiritualité janséniste. Voici en quels termes, un peu provocateurs, Grégoire évoque ses origines familiales. Né plébéien, ma roture remonte à Adam, et je ne veux pas séparer mes affections et mes intérêts, ne ceux du peuple. Je remercie le ciel de m'avoir donné des parents qui, n'ayant d'autre richesse que la piété et la vertu, se sont appliqués à me transmettre cet héritage. Après une rapide prise en main par le régent de la petite école de Véaux, qui lui apprend à lire et à compter. L'enfant, déjà remarqué pour ses dons, se retrouve à 8 ans parmi les élèves du petit collège d'Ambert-Ménil, distant de quelques kilomètres de Véaux. Collège, le mot est peut-être un peu excessif. Le curé Chérier a regroupé là quelques jeunes garçons dans son presbytère, quelques jeunes garçons de la petite noblesse et de familles aisées, auxquels il inculque de solides connaissances de base. Mathématiques, géométrie, maîtrise de la langue française, grâce à la grammaire de Port-Royal notamment, et à la lecture des classiques. Cette organisation lui permet d'inclure de temps en temps dans le groupe un enfant d'origine modeste, les plus riches payant pour les plus pauvres. Ce fut la situation dont bénéficia Henri Grégoire.
À l'âge de 14 ans, 1764, il est admis au collège des Jésuites de Nancy, où il parfait un cycle d'études qu'on pourrait appeler de nos jours secondaire. Approfondissement ou apprentissage du français, du latin, du grec, s'y ajoute un solide enseignement en mathématiques, histoire et géographie. L'ordre jésuite, auquel s'opposera plus tard Grégoire, en raison de ses prétentions ultramontaines et de sa conception de l'obéissance passive ou de l'obéissance aveugle, poursuivait son existence et son activité en Lorraine grâce à la protection bienveillante du roi Stanislas. C'est en 1768 que Grégoire entre à l'université de Nancy, où il découvre Pascal, Bossuet, les Arnaud, mais également les encyclopédistes, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, qu'il citera abondamment dans ses écrits postérieurs. Les études universitaires de Grégoire, déjà pénétrées de théologie, vont s'achever par une année complémentaire au Grand Séminaire de Metz, où il entre en 1772. Il y termine sa formation religieuse avec 2 années d'avance. Il a 23 ans, on ordonnait les prêtres qu'à 25 ans. Trop jeune pour être ordonné, il doit patienter 2 ans. On le nomme alors en attendant professeur, répétiteur comme on veut, au collège de Pont-à-Mousson. Il renoue à ce moment-là avec ses amitiés littéraires, dont le chevalier de Solignac, secrétaire du roi Stanislas, et le père Gautier, ex-jésuite, son professeur d'éloquence. Ses loisirs lui permettent déjà, et il en profite, de lire et d'écrire. Est-ce à ce moment-là qu'il faut placer une crise importante, à la fois intellectuelle et religieuse, vécue par lui, et dont les mémoires nous rapportent la confidence. Cette confidence, reste trop allusive pour qu'on puisse reconstituer le détail des événements qui la provoquèrent. Néanmoins, au contact de ces lettrés nancéens, dont beaucoup se déclarent loin d'avoir des sentiments religieux, elle se révéla particulièrement grave. Intervient alors dans ses mémoires l'aveu suivant que je vous cite. « Après avoir été dévoré de doutes, écrit-il, par la lecture des ouvrages prétendus philosophiques, j'ai ramené tout à l'examen et je suis catholique, non parce que mes pères le furent, mais parce que la raison, aidée de la grâce divine, m'a conduit à la révélation. » La première victime de cette conversion assez radicale fut la poésie. Il avait composé des vers, il avoue ça, n'est-ce pas, dans ses mémoires, dans des vers de 11 pieds, qui sont une métrique inusitée dans la poésie française, un peu plus dans la poésie italienne, et il a tout brûlé. La crise se trouvant résolue de manière particulièrement radicale, Grégoire est ordonné prêtre le 1er avril 1775 en l'église Saint-Arnoux de Metz. Après quelques années de vicariat à Château-Salins et à Marimont-la-Basse, des localités de la Lorraine, il sera appelé en 1782 à assumer la succession de l'abbé Chérier, son ancien protecteur, à la cure d'Ambert-Ménil, ce dernier l'ayant vivement souhaité par testament. C'est à ce poste, en dehors de son ministère paroissial qu'il exerce scrupuleusement, qu'il lance un certain nombre d'entreprises qui vont consolider sa réputation d'homme des Lumières, décidé à entraîner ceux dont il a la charge sur la voie du progrès. D'abord, la création d'une bibliothèque de 78 volumes, ouverte à tous ses paroissiens et couvrant des domaines variés. La piété, la morale, bien entendu, mais aussi l'hygiène, l'agriculture, l'arpentage, la botanique, l'art vétérinaire, l'apiculture. Et deuxièmement, la rédaction de son premier ouvrage, si l'on accepte l'éloge de la poésie dont je viens de vous parler, qui s'intitule « Essai de régénération physique, morale et politique des Juifs » et qui obtiendra le premier prix de l'Académie de Metz le 23 août 1788, ouvrage réédité récemment avec une préface de Robert Badinter. Troisièmement, dans mon troisième point, l'homme de la Révolution. Désormais, vous admettrez que pour la commodité d'un exposé qui se veut synthétique, nous ne suivions pas à pas la chronologie rigoureuse de la vie de Grégoire, ce qui nous exposerait à retracer celle de la Révolution française, mais que nous essayions de ressaisir ensemble ce qu'on pourrait appeler la pensée en acte de notre auteur. Notre but, au fond, vise à rendre compréhensible l'interaction étroite entre une œuvre et un engagement, d'en dévoiler la logique cachée, seule susceptible d'expliquer les contradictions apparentes qui en affectent le cheminement. Dans sa préface au livre de Rita Hermont-Belot, l'historienne Mona Ozouf formule ce jugement.
Si Grégoire, et avec lui tant d'autres prêtres, ont si bien joué leur partie dans l'élan de 89, reste encore à expliquer l'origine de leur propre élan et le fait qu'ils soient non seulement disposés, mais encore extraordinairement prêts à se lancer dans l'action au moment où la Révolution éclate. Passons sous silence les circonstances dans lesquelles s'effectua l'élection de Grégoire aux États généraux, ce qui eut lieu dès le premier tour par ses confrères du clergé. Deux idées forces vont guider l'action réformatrice du nouveau député et éclairer sa carrière politique. D'une part, son anthropologie pessimiste, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, habitée de la tradition port-royaliste, héritée de cette tradition. Marqué par le péché originel dès sa naissance, l'homme reste en proie toute sa vie à la concupiscence, caractérisée par les trois libidos, et bien avant Freud, évoqués par saint Jean dans sa première épître, puis rationalisés par saint Augustin et les divers auteurs du XVIIe siècle. La libido dominandi, ou désir effréné de dominer, la libido sentiendi, ou désir effréné des plaisirs sensuels, et la libido sciendi, ou désir effréné du savoir. Ces trois fleuves de feu, écrivait Pascal, qui embrasent la terre plutôt qu'ils n'arrosent. Pascal. La traduction politique, à la fois logique et tragique, de cet état pécheur consiste dans les despotismes de toutes sortes que l'histoire voit fleurir et refleurir périodiquement sur tous les points du globe. Serait comblé dans ses certitudes s'il revenait parmi nous. Ne nous étonnons donc pas de voir surgir sa silhouette et d'entendre retentir sa parole lors des épisodes les plus célèbres et les plus déterminants de la Nouvelle Assemblée. Une même inspiration les guide, lutter contre tous les vestiges du pouvoir absolu et rétablir ce qu'il appelle, lui, je le cite, la sainte alliance entre christianisme et démocratie. Partisan déclaré du vote par tête et non par ordre, il conseille à trois curés du Poitou de rejoindre les députés du tiers-État. Il les ralliera lui-même quelques jours plus tard. L'Assemblée nationale, la première digne de ce nom, est née ce jour-là grâce à cette initiative. L'importance historique de cet instant n'échappa évidemment pas à notre auteur. Non seulement il l'évoqua souvent avec émotion et fierté, mais sous l'Empire, sous Napoléon, il tint à s'y rendre en pèlerinage à la salle du serment du jeu de paume. Et seul dans la pièce donna libre cours à son émotion, ce qui nous vaut ce très beau passage de Jules Michelet, qui n'est peut-être pas totalement exact sur le plan historique, mais que je ne résiste pas à la tentation de vous citer. C'est Michelet qui parle, un de ces curés intrépides, qui avait décidé la réunion du clergé, l'illustre Grégoire, longtemps après, lorsque l'Empire avait si cruellement effacé la Révolution sa mère, allait souvent près de Versailles voir les ruines de Port-Royal. Un jour, en revenant sans doute, il entra dans le jeu de paume. L'un ruiné, Port-Royal, l'autre abandonné, le jeu de paume. Des larmes coulèrent des yeux de cet homme si ferme qui n'avait molli jamais. 2 religions à pleurer, c'était trop pour un cœur d'homme. Premier aspect de cet homme de la Révolution, petit A si vous voulez, titre du professeur, pardonnez-moi, le défenseur des droits de l'homme. La constituante une fois formée, Grégoire veut déployer son énergie et orienter son action dans 2 directions nullement divergentes, mais au contraire profondément convergentes. Le combat en faveur des droits de l'homme ne fait que commencer. Et si Grégoire n'est pas choisi comme rédacteur de la célèbre déclaration, il intervient pour l'infléchir sur 2 points. Il réclame d'abord avec insistance qu'on lui adjoigne une déclaration des devoirs qui l'équilibrerait et la conforterait. Après un débat assez vif, le vote se révèle défavorable, il n'a pas emporté. 433 voix pour, 570 voix contre. Robespierre notamment s'y était vivement opposé. Il revient à la charge quelques jours après et obtient que le préambule mentionne l'invocation à l'être suprême. Déclaration des droits de l'homme qui commence par l'invocation à l'être suprême. Mais très rapidement, des circonstances vont permettre de présenter les 2 réformes qui lui tenaient le plus à cœur, celle en faveur des Juifs, celle en faveur des Noirs. Il ne s'agit ni plus ni moins de reconnaître aux premiers, c'est-à-dire aux Juifs, l'intégralité des droits civiques et politiques dont jusque-là ils étaient dépourvus. Son opiniâtreté obtient finalement cette reconnaissance, mais en 2 temps. Le 28 janvier 1790 en faveur des Juifs de Bordeaux et d'Avignon, et un peu plus tard en faveur du reste des Juifs du royaume. L'historienne Rita Montbelot, que je connais personnellement très bien, souligne que c'est grâce à sa persévérance têtue que face à une constituante hésitante et divisée, ce résultat fut obtenu.
Elle fait également dans son livre justice des critiques parfois adressées à lui concernant son éventuel prosélytisme et sa supposée tentative de conversion à l'égard de la population israélite. La seconde réforme reste à ce point attachée à sa mémoire qu'on ne retient parfois de lui que cela. En fait, en réclamant d'abord sur le territoire des Antilles et de la Louisiane des droits politiques pour les sans-mêlés, c'est-à-dire les métis, qui sont sortis de l'esclavage, eux, mais qui restent dépouillés en toute illégalité des droits civiques, il se montre déjà habité par un projet plus ample, l'abolition pure et simple de la condition servile. Il lui faudra attendre 4 ans. En 1794, membre de la Convention, il soutient et assure le succès de la motion de Danton qui supprime l'esclavage dans les colonies. Vous connaissez la destinée malheureuse de cette première abolition qui supprimait aussi la traite, puisque l'Empire napoléonien l'annulera en 1801 et qu'elle ne deviendra effective qu'en 1848 sous l'influence de Victor Schœlcher. Ce qu'on oublie souvent de signaler, c'est que Victor Schœlcher, qui l'obtint à cette date, avait commencé son combat en participant au concours organisé par la Fondation Grégoire contre l'esclavage, fondation créée et dotée par l'abbé avant sa mort. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est l'argumentation biblique étonnante de notre auteur. Comme ses prédécesseurs jansénistes, Arnaud, Saint-Cyran et même Pascal, il se montre fidèle à une interprétation littérale de la Bible et adopte sans la critiquer la chronologie mosaïque. Ainsi, selon le texte de la Genèse, la création du monde remonte à 4000 ans avant le Christ, et toute l'humanité descend du couple primitif, Adam et Ève. De même, le péché originel représente un événement historique indiscutable, dont Grégoire essaiera de rechercher la trace jusque parmi les écrivains païens antiques. Et cependant, c'est de cette lecture qu'on qualifierait volontiers de nos jours de fondamentaliste qu'il va déduire et proclamer l'unité profonde de la famille humaine et au nom du monogénisme biblique poursuivre une politique hardie de réforme dans le sens de l'égalité. S'appuyant sur les travaux du biologiste Blumenbach, Grégoire soutient sur ce point ce qu'il estime être la convergence de la science et de la foi et affirme que, je le cite, « malgré les différences de couleur jaune, cuivrée, noire et blanche, l'espèce humaine est une, établissant entre les individus issus de la tige adamique ce qu'il appelle être une véritable, je le cite encore, consanguinité ». Dans cette défense des minorités des plus faibles, on serait tenté d'ajouter une troisième catégorie sociale, mesdames, en faveur de laquelle cet avocat de tous les parias de la terre, ça c'est l'expression d'Hippolyte Carnot, son exécuteur testamentaire, qui parlait de Grégoire en disant « ce défenseur, cet avocat de tous les parias de la terre », va déployer des efforts remarquables. Il s'agit des femmes. À vrai dire, nous anticipons ici quelque peu, car c'est surtout dans la dernière partie de sa vie, après la Révolution, qu'il étudiera la question, lui consacrera un ouvrage entier intitulé « De l'influence du christianisme sur la condition des femmes ». Correspondant de plusieurs femmes célèbres, Olympe de Gouges, Fanny de Beauharnais, Sophie d'Helvétius, Sophie de Condorcet, il rappelle d'abord leur égalité absolue avec l'homme dans le domaine de la rédemption et du salut, mais aussi leurs égales possibilités intellectuelles. C'est la raison pour laquelle il leur proposera explicitement de siéger à son fameux Congrès international des savants et gens de lettres, fondé en 1816. S'il se plaît quand même à souligner une spécificité féminine et une spécificité masculine, en ce sens que la première, la féminine, fait prédominer les valeurs du cœur et la seconde masculine, les valeurs de l'esprit, il n'en déduit aucune supériorité de l'une par rapport à l'autre, mais soutient que la réussite d'une civilisation résulte du jeu de leur complémentarité réciproque. Sur le plan juridique, il s'insurge contre des restes de discrimination dont l'épouse dans le mariage continue à cette époque de faire l'objet. Ainsi, s'indigne-t-il, l'adultère est-il censé plus coupable et plus sévèrement puni chez la femme que chez l'homme ? C'est, nous dit-on, je le cite, parce qu'on introduit un étranger dans la famille. Je crois que c'est une expression de Montesquieu, je ne suis pas très sûr. Mais cette raison, ajoute l'abbé, milite également contre l'homme, qui est son complice. La religion n'a pas deux poids, deux mesures. Et s'en prenant à la fois à Montesquieu et à Rousseau, restez plutôt restrictif sur cette question, il ajoute, pour trouver quelque solidité en de tels arguments,
Attendons qu'on nous prouve que la femme peut être adultère seule et sans complice. Une autre inégalité scandalise et mobilise notre réformateur. La femme ne bénéficie pas encore au XVIIIe siècle de droits équivalents à ceux des hommes en matière de succession et d'héritage. Il militera à l'Assemblée pour l'abolition de cette discrimination, je n'entre pas dans les détails, et verra ses efforts partiellement couronnés de succès. On peut ajouter à ce combat pour les droits de la femme le plaidoyer éloquent que très tôt il prononcera contre la peine de mort. Sa motion en faveur de l'abolition date exactement du 15 novembre 1792, précédée de peu par celle de Robespierre. Il se montrera, à l'inverse de l'incorruptible, un abolitionniste conséquent et résolu. Favorable, retenez bien, nous abordons un sujet délicat encore très discuté par les historiens. Alors j'essaie de peser mes mots. Favorable à la mise en accusation du roi, persuadé de sa culpabilité, il se trouvait absent lors du procès envoyé en mission en Savoie. Avant son départ, il fit publier son opinion sur le prochain jugement, qui était publié, qu'on connaît très bien. Tout en reconnaissant le roi coupable et le procès légitime, il réclame à nouveau l'abolition de la peine de mort, je le cite, « reste de barbarie et honte de la civilisation ». Au-delà des faits, ce sont ces motivations qui retiennent l'attention. Paradoxalement, la condamnation à mort pénalise à ses yeux insuffisamment le coupable et ne le châtie pas avec efficacité. Si vous abrogez la peine de mort, écrit-il dans cette opinion sur le jugement de Louis XVI, vous le condamnez, c'est le roi en l'occurrence, vous le condamnez alors à l'existence, afin que l'horreur de ses forfaits l'assiège sans cesse et le poursuive dans le silence de sa solitude. C'est depuis leur séjour en Savoie que Grégoire et ses collègues, Simon, Jagot, héros de Séchelles, enverront une lettre à la Convention pour participer au vote à l'issue du procès de Louis XVI. Ils y demandaient formellement la condamnation. Mais après des heures de discussion, Grégoire, fidèle à la ligne de son discours du 17 novembre 1792, réussit à faire barrer la mention à mort. La lettre ne parvint de toute façon à l'Assemblée que 2 jours après l'arrêt fatal. Et les procès-verbaux envoyés à travers le pays n'inscrivirent pas les auteurs parmi les partisans de la peine capitale. Contrairement à une rumeur tenace, relayée par Chateaubriand et Victor Hugo, dont je vous ai cité le quatrain tout à l'heure, il est donc établi que Grégoire ne fut pas régicide. La Restauration, d'ailleurs, ne l'inclut pas dans le décret, frappant ceci, et l'abbé se défendit de cette imputation avec énergie jusque sur son lit de mort, en déclarant avec force « Je n'ai jamais voté la mort de personne ». L'homme des Lumières, deuxième partie. L'action révolutionnaire de Grégoire, deuxième aspect de l'homme de la Révolution, si vous permettez. L'action révolutionnaire de Grégoire que je viens d'évoquer reflète, vous l'avez noté, l'aspect le plus connu de sa personne, le défenseur des droits de l'homme. Ce rôle, il l'assume au nom de la raison et de la foi. La formation intellectuelle et l'exercice des vertus citoyennes de liberté, d'égalité et de fraternité présentent à ses yeux l'immense avantage d'assurer la régénération, terme important dans sa pensée, de l'être humain, avili et défiguré par des siècles de despotisme, et le libéreront de tous les conditionnements et de toutes les ambiguïtés qui pesaient jusque-là sur ses choix religieux. Ils rendront plus libre et plus personnelle son acception de la foi, si celle-ci lui est accordée. Il s'agit, en un mot, de régénérer l'homme en vue d'une éventuelle rédemption. C'est donc armé de ces convictions simples que Grégoire, dès la Constituante, mais surtout lors de la Convention, va se lancer dans une action réformatrice multiforme. En bousculant quelque peu la chronologie, rappelons qu'à la fin de la Constituante, Grégoire, élu évêque du Loir-et-Cher, ne fera pas partie de la législative. C'était le cas pour tous les constituants. Et se consacrera totalement de 1791 à 92 à l'administration de son diocèse. En revanche, il se voit élu le 17 septembre 1792 à la Convention nationale. C'est dans le cadre de cette nouvelle assemblée, en dépit de troubles particulièrement graves que connaîtra la France, et au sein du comité d'instruction publique, dont il fera très vite partie, que va se déployer l'immense entreprise réformatrice à laquelle son nom reste attaché. 5 univers culturels la résument sans l'épuiser. Tâchez de passer rapidement, pas fatiguer trop votre attention. Premier agent culturel que Grégoire va développer. Tout d'abord, son effort acharné va porter sur l'expansion du savoir scientifique et l'extension des techniques. Le champ d'exploration dévolu à la science lui paraît sans bornes.
Il reste à parcourir à l'homme, écrit-il, une carrière dont l'étendue lui dérobe les limites. Et il précise, quelques branches des sciences sont à peine ébauchées. La géologie, la météorologie, l'acoustique, la statistique, l'acclimatation des espèces animales et végétales, l'anatomie comparée, la chimie appliquée aux arts, le traitement des mines sont en général peu avancés. Ce que nous savons est peu de choses comparé à ce que nous ignorons et qu'il serait utile de connaître. Cette énumération impressionnante donne une idée assez fidèle des centres d'intérêt intellectuel de notre auteur et quelques développements parallèles de sa part montrent qu'il possédait sur chacun plus que des rudiments. En stigmatisant plus tard certains des crimes de la Convention, il rappelle non sans fierté quelques-unes de ses réalisations auxquelles il a fortement contribué. L'agrandissement de certains établissements créés à la précédente législature, comme le Muséum d'histoire naturelle, le Musée du Louvre, la bibliothèque, notre Bibliothèque nationale. D'autre part, les fondations nouvelles, l'École de santé, l'Institut des langues orientales, l'École polytechnique. En tant que membre du CIP, il se révéla la véritable cheville ouvrière de ces différentes créations. En outre, rapporteur du projet de loi qui devait supprimer les anciennes académies royales, ça c'est une charge souvent retenue contre lui. Il fut avec Talleyrand et Condorcet à l'origine de la fondation de l'Institut de France qui devait les remplacer. Enfin, plus tard, en 1816, il prendra l'initiative, grâce à son immense correspondance, qui est loin d'être déchiffrée de nos jours, d'instaurer un, je cite, congrès des savants et gens de lettres, congrès mondial des savants et gens de lettres qui s'ouvrait aux chercheurs du monde entier, je précise, je cite, sans discrimination d'origine, de sexe, de couleur et de croyance, et dont les sessions devaient se dérouler à un rythme triennal. On peut remarquer ici, à la suite de certains historiens, que le projet, resté de son vivant à l'état de rêve, amorçait les futures institutions de l'UNESCO. La deuxième médiatrice de la diffusion des connaissances et de l'expansion des Lumières reste l'école. C'est d'ailleurs vers elle que se tournent les vœux et les projets de Grégoire comme de Condorcet et de quelques autres en ce début de la Révolution. Il interviendra dans le débat suscité par le célèbre projet de Lepelletier de Saint-Fargeau, conventionnel assassiné après avoir voté la mort du roi, vous connaissez cette histoire, qui prévoyait la création d'une école élémentaire par commune. Je crois que le chiffre retenu, à condition que la commune compte plus de 485 habitants, ouverte aux filles comme aux garçons. Mesure approuvée par Grégoire, mais qui proposait de les soustraire complètement à leur famille, ça c'est le projet de Lepelletier, par la création de maisons d'éducation commune. Les enfants seraient soustraits pendant plusieurs années à leurs parents. Disposition que Grégoire combattra avec énergie et sur ce point s'opposera à Robespierre. C'est finalement sa version personnelle qui s'imposera. Sous la Restauration, il aura aussi l'occasion de réfléchir aux méthodes d'enseignement modernes et découvrira avec intérêt celles dites d'enseignement mutuel du pédagogue suisse Pestalozzi. Troisième agent culturel, après j'en aurai fini, la mise en œuvre de la promotion humaine par la diffusion du livre. Tout d'abord, en cette période troublée de la Révolution française, c'est d'une défense du livre qu'il serait plus exact de parler. En tant que membre du CIP, Grégoire aura lutté contre les comportements d'un anti-intellectualisme agressif, parfois teinté d'un rousseauisme mal compris. On se rappelle que les furieux, relate-t-il dans ses mémoires, avaient proposé d'incendier les bibliothèques publiques. De toutes parts, on faisait main basse sur les livres, les tableaux, les monuments qui portaient l'empreinte de la religion, de la féodalité, de la royauté. Elle est incalculable, la perte d'objets religieux, scientifiques, littéraires. Avec l'aide de ses collègues du CIP et de quelques spécialistes, il va d'abord se lancer dans un vaste projet. La création d'un bureau central de bibliographie, réunissant dans la capitale les fichiers qui restaient à constituer, parce qu'ils n'étaient pas faits, de toutes les bibliothèques provinciales. Le travail préliminaire devait consister dans l'établissement de catalogues par toutes les bibliothèques provinciales qui allaient constituer la base d'une bibliographie centrale raisonnée. Cette entreprise gigantesque, qui préfigure ce qui deviendra la Bibliothèque nationale, aurait dû, d'après ses estimations, être achevée en 8 ou 9 mois. Quel optimisme! En fait, elle n'aboutira jamais, même pas de nos jours. Mais l'élan, il faut reconnaître, était quand même donné. Quatrième univers culturel. Le quatrième axe de cette politique culturelle va consister, politique très contestée de nos jours, dans la généralisation et le rayonnement de la langue française. C'est le 16 prairial en 2 qu'il monte à la tribune de l'Assemblée afin de présenter son
rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française, dont les conceptions et les perspectives n'ont cessé jusqu'à nos jours d'alimenter débats et polémiques. Comme dans son combat en faveur du livre, c'est d'abord d'une défense du français qu'il conviendrait de parler. Et Grégoire va aligner devant les députés des chiffres éloquents. Les provinces ont disparu, dit-il, mais il subsiste encore 30 patois. Seulement 15 départements peuvent se targuer de pratiquer couramment le français parlé, beaucoup moins maîtrisant l'écrit, et presque 6 millions de citoyens sur environ 26 millions, pour presque 6 millions de citoyens sur environ 26 millions, la langue nationale demeure étrangère. Dissipant tout de suite une équivoque, la prédominance du français ne signifiait nullement à ses yeux l'exclusion des dialectes comme l'ont cru certains historiens, certains auteurs. On doit les conserver, dit-il explicitement, au moins pour 2 raisons. La première étant que le français ne peut que s'enrichir à leur contact et que leur corpus littéraire comporte souvent des œuvres intéressantes qu'il convient de sauvegarder. Dernier univers culturel, enfin le dernier agent culturel qui venait compléter cette vaste entreprise éducative était ce que nous appellerions de nos jours le patrimoine. Là encore, nous serions tentés de diviser son action en 2 volets complémentaires. Rapidement, je les esquisse devant vous. D'abord, la défense et la préservation du patrimoine existant. Une des tâches les plus harassantes qu'il eut à mener fut en effet celle de défendre le patrimoine ancien contre le vandalisme révolutionnaire. Les statues monumentales qui ornent le dôme des Invalides sont dues à son effort énergique pour les conserver. Elles ne devraient plus exister. C'est lui qui a empêché qu'elles soient mutilées. Par exemple, je vous donne cet exemple. Alors, le vandalisme, néologisme, vous le savez, créé par lui. Nous parlons de vandalisme, c'est un mot créé par Grégoire. Je crée le mot pour tuer la chose, écrira-t-il dans ses mémoires. Face à l'indifférence d'une assemblée accaparée par d'autres problèmes, il reviendra sans cesse à la charge en dénonçant à la tribune, au cours de 3 rapports successifs, les déprédations commises sur toute la surface du territoire. Au terme de ceux-ci, il arrachera à l'Assemblée les mesures administratives les plus immédiates destinées à parer au désordre et à stopper les dévastations. Le deuxième volet de son action en faveur du patrimoine se voulait résolument tourné vers l'avenir. Dans son rapport sur les inscriptions des monuments publics, il souligne que l'éducation du peuple ne doit pas se limiter à l'utilisation classique que représentent l'école, l'université et le livre, mais gagnera à recourir aux leçons du monument, que celui-ci soit un tombeau, mausolée, mémorial, statue, colonne, arc de triomphe ou fontaine. Les 5 agents culturels dont je viens de développer le rôle et sur lesquels je termine cette longue analyse de la pensée de Grégoire Évêque des Lumières, la science, la technique, le livre, l'école, la langue, le patrimoine, s'ils sont correctement administrés, vont non seulement instruire l'homme, mais renouveler son être profond. Ils permettent d'envisager à long terme une régénération de l'humanité. Mais n'oublions pas le pessimisme de Grégoire dont je vous parlais. Les lumières, oui, à condition qu'elles soient liées à la vertu. Le talent, oui, à condition qu'il aille de pair avec la probité. Les sciences, oui, à condition qu'elles s'accompagnent de mœurs irréprochables. La disparition de l'idéal éthique, en raison de sa fragilité même, exposerait l'humanité à 2 écueils également effrayants qu'il évoque, la barbarie de l'ignorance, brutale, sauvage, aveugle, et la barbarie savante, même on peut dire parfois lettrée, hélas, raffinée, cruelle, méthodique. Cette intuition s'abreuve à ses sources évangéliques et à la formule immortalisée par l'évêque d'Hippone, saint Augustin, « Dilige et quod vis fac » « aime et fais ce que tu veux ». Dans le 6e volume de son Histoire des sectes, en effet, Grégoire lui donnera le développement suivant. « Les sages du paganisme, écrit-il, nous ont laissé plusieurs maximes admirables, mais aucune n'égalera jamais ce précepte. Vous aimerez Dieu sur toute chose et votre prochain comme vous-même. Ce comme vous-même, continue-t-il, trop peu étudié est l'abrégé de nos devoirs envers nos semblables. La charité est une vertu qui n'accepte personne et dont le mérite s'accroît avec le nombre des individus auxquels elle s'applique. C'est aussi sur cette dimension que la réflexion de Grégoire échappe au moralisme étroit qui paraît baigner certaines pages de son œuvre et qu'elle semble conférer au jansénisme qui l'inspire comme un avant-goût d'humanisme intégral. Je pourrais vous dire que j'ai terminé l'essentiel de mon propos. Je m'aperçois qu'il me reste quelques minutes. Est-ce que je peux vous parler de la mort de Grégoire quand même ?
Hein, bon, d'accord. J'en ai pour 6 minutes au maximum. Puis on va retrouver un peu dans... Je sais si c'est un épisode à péripéties. Hein, bon. Alors, l'homme d'après la Révolution, dernière période, 1801-1831. Il est mort à plus de 80 ans, ce qui à l'époque équivaut presque à un centenaire de nos jours. Hein. Lors de la signature du Concordat en 1801, Grégoire, évêque de Blois toujours, ne fut pas retenu dans la liste des évêques concordataires, non pas sous l'influence du Vatican, mais sous l'influence de Napoléon Bonaparte, qui se méfiait de ce farouche républicain. Hein, oui, il n'avait pas tout à fait tort. Bon. Il devint donc évêque démissionnaire de Blois et se retira dès lors dans une sorte de retraite active. C'est cette période que je vais rapidement vous résumer. Durant cette longue et difficile période qui va de 1801 à 1831, Grégoire a retrouvé avec satisfaction une vie studieuse et ses activités littéraires. Je déposais avec soulagement le fardeau de l'épiscopat, dit-il. De nombreux ouvrages, dont l'histoire des sectes en 6 volumes, une volumineuse correspondance jalonne cette ultime étape. Parallèlement, il avait régularisé sa situation cléricale. Les nouveaux archevêques de Paris, Dumellois en un premier temps, lui, un centenaire véritable, donc qui a survécu à toute la Révolution, et Maury lui avait accordé par écrit l'autorisation de célébrer sa messe dans son oratoire privé, près de son appartement, rue du Cherche-Midi. C'est là où se trouve la plaque commémorative à l'heure actuelle, au bout de la rue de l'abbé Grégoire, et c'est là qu'il est mort. Hein. Et il s'en acquittait quotidiennement. Lecture du bréviaire, méditation nocturne, se réveillait toujours la nuit pour réciter matine, respect intégral du carême. Le mode de vie très ascétique de Grégoire n'avait aucunement changé par rapport au passé. Évidemment, les prélats romains du Concordat avaient tenté à plusieurs reprises d'obtenir du clergé constitutionnel une rétractation formelle du serment de 1791, premier serment. Il avait été condamné par le pape sans que le clergé soit excommunié. Hein. C'est une précision quand même importante. Parfois, voilà encore une confusion que l'on fait à cet égard. Il avait été condamné, mais ce serment, je vous en redis les termes, je prête serment de fidélité au roi, c'est encore le roi à l'époque, à la loi et aux paroissiens qui me sont confiés. Ça ne paraissait pas spécialement scandaleux, n'est-ce pas, aux prêtres constitutionnels qui ont prêté ce serment. La plupart des évêques constitutionnels intégrés dans le clergé concordataire, vous savez que Napoléon en fait 3 parts dans l'épiscopat, un tiers d'anciens évêques constitutionnels, un tiers d'évêques rentrés de l'immigration et un tiers de prêtres promus à l'épiscopat. Alors, grosso modo, c'était ça. La plupart des évêques constitutionnels, donc, s'y étaient refusés à rétracter le serment et avaient continué à exercer leur ministère comme si de rien n'était. Grégoire, quant à lui, se révélait plus ferme encore dans son refus. C'est cela qui va entraîner problèmes polémiques et drames au moment de sa mort. L'archevêque de Paris, Monseigneur de Quélin, était un royaliste légitimiste ultramontain, peu porté aux concessions et qui d'ailleurs manœuvrera maladroitement plus tard dans l'affaire de Félicité de Lamennais. Il va donc raviver l'obligation de la rétractation. D'un autre côté, Grégoire, malgré les critiques qu'il portait contre le Concordat, parce qu'il était partisan de la séparation de l'Église et de l'État, en fait. Et je persiste à dire qu'il en fut un des premiers instaurateurs de 1794 à 1801. Nous avons organisé un colloque au CNAM à ce sujet avec plusieurs spécialistes au mois d'octobre 2010. Lui, Grégoire, s'était soumis à la nouvelle loi, laquelle avait aboli à ses yeux, de jure et de facto, les dispositions de la Constitution civile, qui étaient devenues obsolètes. Il estimait donc ne pas avoir à condamner à nouveau une législation devenue finalement obsolète. Les deux partis campèrent donc sur leurs positions respectives. L'archevêque conditionnait l'administration de l'extrême-onction, comme on disait à l'époque, le sacrement des malades de nos jours, à une rétractation, et Grégoire s'y opposait. Il s'était confessé et avait communié, mais ne pouvait donc recevoir le sacrement des mourants et ni normalement bénéficier des funérailles catholiques. Un échange de lettres ne fit que cristalliser les irréductibilités. C'est alors que l'aumônier de la reine Marie-Louise, l'abbé Guillon, que j'ai évoqué tout à l'heure, pourtant insermenté lui-même, accepta cette mission. Cette démarche
lui coûtera l'évêché de Beauvais auquel il était destiné. Quant à Grégoire, Grégoire avait demandé pour ses derniers moments qu'on le dépose sur un lit de cendre pour finir ses jours en pénitent, ou à défaut sur un lit de paille, vœu qui ne fut pas respecté par ses amis qui n'ont pas voulu, souffraient beaucoup. Je sais qu'il y a des médecins dans l'assistance, je ne résiste pas au plaisir de vous dire, la maladie dont est mort Grégoire, c'est un cancer généralisé, qu'on appelait à l'époque un sarcocèle carcinomateux. Voilà, bon. C'est en murmurant l'hymne de la fête de la dédicace qu'il aimait beaucoup, Urs Hierusalem Beata Dicta Pacis Visio, qu'il devait rendre le dernier soupir. Ses obsèques, en dépit des obstacles, furent un triomphe. Après l'office religieux célébré dans l'église de l'Abbaye aux Bois, l'église qui n'existe plus, non, si vous en cherchez la trace, sachez qu'elle occupait une partie de l'emplacement de l'hôtel Lutetia actuel. Dans l'église de l'Abbaye aux Bois, en l'absence du clergé local, plus de 25 000 personnes, dont une majorité d'étudiants, tourèrent son cercueil, dételèrent les chevaux du corbillard et, se plaçant dans les brancards, portèrent son corps jusqu'au cimetière de Montparnasse. Plusieurs discours, dont celui du député des Antilles et du dernier conventionnel survivant, qui s'appelait Thibaudeau, se firent alors entendre. Grégoire devait reposer là jusqu'à son transfert au Panthéon le 12 décembre 1989. Sa tombe du cimetière Montparnasse, ne la cherchez pas, elle a quitté depuis cette époque le cimetière de Montparnasse et se dresse désormais sur la petite place du village d'Amberménil. Elle porte ces simples mots: « Mon Dieu, faites-moi miséricorde et pardonnez à mes ennemis. » Je vous remercie.